Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours. Si, comme moi, vous avez une passion pour les médias, vous connaissez sûrement l'émission Culture Média sur Europe 1 présentée par Philippe Vandel de 9h à 11h depuis septembre 2019. Et comme dans beaucoup de programmes, il y a des invités. Ces derniers interviennent généralement pour de la promo, pour communiquer sur leurs actualités. Et j'ai toujours été curieux de connaître les coulisses, savoir comment tous ces invités sont amenés à être à l'antenne. Et c'est justement le rôle de Laure Gignès, programmatrice artistique invitée pour cet épisode des ondes vocastes. Elle s'occupe de la programmation et de la coordination de l'émission Culture Média. Bonjour Laure. Bonjour, bonsoir Anthony. Alors pour Culture Média, ce sont 3 plateaux d'invités que vous devez programmer chaque jour de la semaine. Oui. 2 pour la première partie média de 9h à 10h et un 3e pour la partie culture de 10h à 11h. Ma première question va droit au but. Comment travaillez-vous au quotidien ? Est-ce que c'est vous qui faites un choix d'invités parmi plusieurs propositions d'agences de relations presse et donc les sujets traités découlent de cette sélection ? Ou bien est-ce le processus inverse, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour trouver des invités pertinents en fonction de sujets préalablement déterminés? C'est les deux, mon capitaine. C'est à la fois des propositions qui nous sont faites par les attachés de presse, que ce soit des attachés de presse de chaînes, de plateformes ou d'autres médias, mais aussi des propositions que je peux faire moi à des attachés de presse pour recevoir tel invité. Il n'y a pas de règle, en fait, ça dépend de l'actualité des uns et des autres. Et c'est un savant mélange, voilà, un petit peu des deux. Ça dépend. Parfois, il y a certains domaines dans lesquels on nous fait beaucoup plus de propositions. Pour avoir le nombre d'invités qu'on doit avoir chaque jour dans l'émission, il faut aller chercher, pêcher dans toute l'actualité des médias et de la culture. Alors au début d'émission, c'est Louise Bernard qui présente les audiences et Antoine Joton pour le journal des médias. Ensuite, après, à 10h, Eva Rock et Bertrand Chameroy ont chacun leur chronique. Il y a aussi le portrait inattendu d'Hélène Manarino vers 10h25. Alors Hélène Manarino fait le portrait de l'invité de la partie culture. La particularité de sa chronique, c'est qu'il y a généralement des détails sur la vie privée de l'invité, des informations jusqu'ici méconnues du public, ce qui surprend souvent la personne en question. Écoutez par exemple cet extrait du portrait de Michael Youn. En compagnie de Michael Youn, la Morning Night, c'est ce soir sur M6. Le portrait inattendu, c'est maintenant en direct sur Europe 1. Et j'attendais ce moment. Michael Youn, je ne vous présente pas Hélène Manarino. On ne présente pas cette journaliste éminemment talentueuse et une femme extrêmement charmante aussi. Bonjour Michael Youn. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Alors Michael Youn, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Mon petit bichon pour vos parents, chaton pour votre tante. Vous nous avez habitués à ne mettre aucune limite, personne pudique. Vous avez créé vos règles dans la vie, dont une qui a toujours très bien marché, jouer, faire rire les autres, pour masquer peut-être une trop grande sensibilité. Alors dévoilons ce matin votre terrain de jeu et vos règles du jeu. Amis attachants, fidèles, régalez vos proches tout le temps par le biais de votre cuisine, votre Paris-Brest, et oui, les pâtes aussi, mais attention, très très cuite. Vous pensez à tout, tous, même aux animaux de compagnie, dont votre lapin carotte que vous avez voulu emmener cet été en vacances en avion. Mais il a été refusé, vous n'avez donc pas embarqué pour lui. Comment elle sait tout ça? N'hésitez pas à écouter en podcast la chronique en entier, vous entendrez à quel point Michael Youn était ému en fin de chronique. Et alors, puisque c'était un portrait de l'invité, je suppose que Hélène Manarino doit connaître suffisamment en avance ce qui est prévu. Cela lui permet alors d'avoir le temps de contacter des proches de l'invité, notamment, trouver des anecdotes exclusives pour écrire sa chronique. Et donc, les invités sont programmés avec combien de jours à l'avance en moyenne ? Pour la partie culture, j'essaye d'avoir une semaine d'avance. C'est-à-dire que, en général, Hélène commence à me demander les contacts des proches que je récupère auprès des attachés de presse. Ce sont eux nos premiers complices, ce sont eux qui, connaissant l'émission, connaissant le portrait et la bienveillance d'Hélène, acceptent de parler aux managers ou de parler directement aux femmes, aux enfants du portrait pour qu'ils acceptent de nous parler. C'est très important qu'on ait aussi ce rapport-là avec eux, c'est-à-dire que je peux pas moi ou Hélène appeler directement un proche pour leur dire un tel ou une telle, votre père, votre frère, votre mari vient dans l'émission, est-ce que vous accepteriez de nous parler ? On a besoin quand même d'avoir ce filtre-là, ce sas des attachés de presse qui nous aide à les contacter. Et donc c'est vrai que une semaine avant, on commence déjà le portrait. Parfois c'est très simple. On a eu
des exemples de groupes WhatsApp qui ont été faits avec tous les frères, les sœurs, les parents, des membres de la famille qui étaient à 10 à nous envoyer des infos, enfin envoyer à Hélène, pardon, toutes ces informations à chaque fois, et ils se répondaient les uns les autres, ils renchérissaient sur les anecdotes. Donc là, on sait qu'on va avoir un portrait qui va être extrêmement riche, et surtout on sait que la personnalité va être d'autant plus surprise qu'elle ne saura vraiment pas d'où ça vient, tellement les anecdotes viennent de partout et de tous les membres de la famille. Et puis parfois on a eu pas de portrait, tout simplement, parce que on a beau creuser, on a beau enquêter, Hélène a beau travailler pour que ça puisse se faire, ça ne se fait pas, parce que voilà, personne n'accepte de parler, et du coup il n'y a pas de portrait. C'est arrivé très peu de fois, je pense que ça se compte même pas sur les doigts de la main. Ça a été le cas de Romain Duris, qui est quelqu'un d'extrêmement pudique, et ses proches respectent d'autant plus cette pudeur, et du coup le portrait a été très 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 compliqué à faire, mais elle l'a dit, voilà, elle a donné sa petite cuisine, elle a expliqué tout ça. Parmi tous les chroniqueurs, peut-être celle avec qui vous avez le plus de liens, où vous êtes le plus en relation. Bah oui, on travaille main dans la main avec Hélène, parce que forcément, elle connaît à la fois aussi bien les attachés de presse que moi, parce qu'elle a fait des émissions culture par le passé sur LCI, et puis parce que voilà, on a besoin de travailler l'une et l'autre ensemble pour que cette séquence puisse se faire. Donc voilà, moi ma petite contribution, c'est d'avoir une programmation qui est la mieux possible, ensuite de lui trouver les contacts grâce aux attachés de presse, aux agents et aux managers, et puis ensuite c'est elle qui par son talent fait que cette séquence est ce qu'elle est, et voilà, elle est super. C'est un bijou, cette séquence, quand on arrive à surprendre l'invité, quand on arrive à l'émouvoir, le faire pleurer. On va pas dire qu'on est content quand on fait pleurer un invité, mais on sait que du coup la séquence a été particulièrement réussie, et que la surprise était totale, et c'est quand même assez réjouissant. Alors en plus de celles et ceux que j'ai cités jusqu'ici, qu'on entend à l'antenne, combien de personnes travaillent spécifiquement pour Culture Média? Quel est le rôle de chacun? Il me semble que Antoine Janton, par exemple, c'est aussi le rédacteur en chef, en plus de faire le journal des médias. Est-ce qu'il y a une équipe dédiée à temps plein, ou est-ce qu'il y a aussi des ressources partagées? Non, 2 heures d'émission quotidienne, 2 heures aussi riches que Culture Média, il y a quand même un petit peu de monde. Donc effectivement, il y a Antoine est le rédacteur en chef, et donc fait le journal des médias. Il fait le journal des médias avec Louise Bernard, qui est journaliste, qui pour nous donc fait le Tintin reporter, fait les sons de l'émission, trouve les idées. Je suis pas toute seule à trouver les idées, hein. On est quand même nombreux, parce qu'il en faut. Donc Louise fait aussi des indispensables, qui est le conseil culture qu'on a dans entre 10h30 et 10h50. Il y a aussi Magali Buteau qui travaille pour l'émission. Il y a aussi Nicolas Souvent, notre réalisateur au doigt d'or. Donc non, il y a du monde. Et puis évidemment il y a tous les chroniqueurs, Bertrand, Chameroy, Eva Rock. Il y a les indispensables, donc tous les journalistes de la rédaction, qui donc en plus de tout le travail qu'ils font déjà pour Europe, viennent en plus faire un coup de cœur culture chez nous. Comme Mathieu Charrier, le vendredi 5 février, qui présente sa sélection BD. Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour à tous. On va parler d'albums illustrés, comme on disait à l'époque. On fait le tour des sorties BD, et vous commencez, Mathieu, par la nouvelle BD de Guy Delisle. Oui, qui fait partie, vous savez, de ces auteurs qui ont popularisé la BD de reportage. Guy Delisle, avec par exemple ses Chroniques de Jérusalem, qui se sont vendues à près de 300 000 exemplaires quand même, ses Chroniques Birman aussi. Et il revient donc avec ses chroniques de jeunesse. On voyage moins, mais cette fois, il nous raconte ses jeunes années durant lesquelles il était étudiant au Québec. Et l'été, pour se faire de l'argent, comme beaucoup, il travaillait dans une usine de papier. Alors vous allez me dire, lire des pages où on nous raconte l'histoire d'un gars dans une usine de papier, vous auriez pu nous trouver mieux. Et pourtant, c'est passionnant. D'abord parce que cette usine, à l'époque, elle symbolise un monde qui est en train de changer, puisqu'évidemment, l'utilisation du papier est en train d'évoluer. Donc les relations dans l'usine aussi, les relations humaines, entre les salariés qui, eux, bossent à temps plein, qui sont vraiment des gars de l'usine, qui sont là toute l'année, qui souffrent dans leur chair. Et ces petits jeunes qui l'étaient viennent les aider dans ces entrepôts, il fait très chaud. Mathieu Charrier, qui est d'ailleurs chef du service Société Culture d'Europe 1. Vous pouvez également le retrouver le samedi à 14h dans Clap, une émission sur l'actualité du cinéma. Pour revenir à votre travail, Laure, avec la crise sanitaire, il y a eu très peu d'événements sujets à faire de la promotion, sans oublier qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup trouvent de moins en moins d'intérêt
à passer à la radio ou à la télé pour communiquer. Notons aussi que les résultats d'audience d'Europe 1 ne sont toujours pas au beau fixe. J'imagine le stress au quotidien pour trouver tous les jours autant d'invités dans ce contexte si particulier et surtout s'assurer que personne ne fera de faux bons, surtout pas à la dernière minute. Qu'avez-vous comme solution de secours justement en cas d'annulation de dernière minute ou même que se passe-t-il si finalement vous n'arrivez pas à avoir d'invités? Alors, ça n'arrive pas de ne pas avoir d'invités. C'est un cauchemar, tout simplement. Non, ça n'arrive pas. Il y a toujours, on trouve toujours. C'est juste qu'on aimerait parfois trouver un tout petit peu plus vite. Il y a tous les cas de figure. En ce moment, voilà, il y a cette période sanitaire qu'on connaît tous. Donc, il y a des invités chaque semaine ou quasiment chaque semaine qui annulent, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont cas contact et que du coup, voilà, ils doivent rester à l'isolement. Et que notamment pour la partie culture, c'est on le fait rarement à distance parce que il y a tellement d'intervenants que c'est un peu compliqué pour nous de tenir quelqu'un à distance en report it pendant 50 minutes. Mais pour la partie média, on a beaucoup plus de souplesse. L'interview dure 14 minutes, donc du coup ça on le fait régulièrement via l'application qui nous permet de faire des duplex de très bonne qualité. Mais c'est un stress pour alors plein de raisons différentes. Parfois on arrive à trouver plus ou moins rapidement nos invités. Quand ils annulent à la dernière minute, ça a été le cas la saison passée. On a eu un invité qui n'est jamais arrivé le matin. Son attaché de presse était à sa porte en train de sonner, mais ça n'a jamais répondu. Et là, écoutez, on a mis un best-of. Enfin, l'émission, elle tient sur l'invité. Donc s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'émission. Et est-ce que tout est systématiquement en direct dans Culture Média? Parce que je pense notamment à fin janvier 2021, quand Alice, une des dessinatrices de Charlie Hebdo, était invitée pour l'infomédia du jour. Je me dis que dans certains cas, comme dans celui-ci en particulier, pour des raisons de sécurité, je me dis que les interviews sont peut-être préenregistrées. Alors pas dans ce cas précis. Non, tout le monde était en direct. Le réalisateur du documentaire et Alice était en studio. En revanche, parfois pour des raisons d'agenda, c'est enregistré. C'est rare, très sincèrement. Grâce à Report It, qui a été l'appli découverte pendant le premier confinement et qui nous a permis de faire des duplex avec un son numérique et non pas téléphone, ce qui dégrade un petit peu moins la qualité de l'émission. Maintenant, on arrive quand même à faire quasiment tout en direct. On va dire, allez, sur une semaine d'émission, parfois il y a un enregistrement dans la partie média, mais très souvent on peut passer un mois en n'ayant que du direct, tout simplement, et d'ailleurs on préfère. Pour revenir à Alice, qui est dessinatrice pour Charlie Hebdo, donc elle était invitée à l'occasion de la diffusion sur France 5 du documentaire Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. À ses côtés, il y avait également Hugues Nancy, réalisateur du documentaire. Voici un extrait de l'entretien. Rarement un journal aura traversé autant d'épreuves, mais Charlie Hebdo est encore debout 50 ans après sa création. Un demi-siècle particulièrement mouvementé, marqué par un attentat meurtrier, un incendie criminel, des menaces de mort, un arrêt de la parution pendant 10 ans, puis une renaissance et des dizaines de procès. C'est cette histoire et avec elle une partie de celle de la France contemporaine que raconte un documentaire diffusé ce soir sur France 5, Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir. Bonjour Hugues Nancy. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, avec nous dans ce studio, Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes l'une des dessinatrices de Charlie Hebdo, vous avez rejoint le journal en 2018 et on vous voit dans le film dessiné devant le palais de justice à Paris, parce que le procès des attentats de janvier 2015 est le fil rouge de ce documentaire. Hugues Nancy, pourquoi avoir fait le choix de cette première séquence, Alice dehors qui dessine? Vous l'avez dit, le procès est le fil rouge de ce film, et donc il y avait quelque chose un peu fort de voir un procès qui allait accueillir la parole des victimes de Charlie Hebdo, de ceux qui avaient survécu à cette attaque, donc l'ancienne génération, et voir Alice qui est la nouvelle génération, donc une nouvelle dessinatrice de Charlie, au même endroit, au même moment, au sujet du même procès. Il y avait là d'un seul coup le sens de tout le film, puisque l'idée c'était de montrer que Charlie était toujours vivant, et donc voilà, Alice incarne dans cette séquence le renouveau de Charlie. Alice, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vu et dessiné lors de ce procès ? Alors moi, déjà, pour ce procès, j'y suis allée pour faire des reportages. J'étais pas là tous les jours comme Book qui a dessiné au jour le jour. Nous, on avait décidé de faire parler le public qui venait, parce qu'au début du procès, il n'y avait pas encore de restrictions sanitaires, donc on pouvait assister en tant que public à ce procès-là. Et ce que j'ai retenu, en fait, en interrogeant
le public qui était là, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de lecteurs finalement, de jeunes, donc j'étais assez étonnée. Pardonnez-moi, ce qui m'a frappé, et vous aussi avec, beaucoup de lectrices, beaucoup de jeunes femmes. Oui, ça c'était assez étonnant. Tous plusieurs jours où j'étais là, c'était surtout des jeunes femmes, des jeunes étudiantes, souvent en droit. Culture Média, la partie complète à retrouver sur europe1.fr. Alors dans ce qu'on vient d'entendre, on apprend des choses, les propos des invités sont très intéressants, mais parfois les intervenants sont là pour la promo uniquement, ça s'entend. Ils sont là pour réciter un discours avec de la langue de bois du début jusqu'à la fin. Et bon, personnellement, je trouve que ça dessert un peu l'émission, puis surtout c'est vraiment au détriment de l'auditeur. Est-ce que vous avez un rôle dans la qualité éditoriale de l'émission ? C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive de devoir négocier en amont les questions et réponses des invités ? Et est-ce que vous avez déjà été confronté à des exigences très particulières ? Un invité vient rarement s'il n'est pas en promo. C'est-à-dire que voilà, on a des artistes ou des patrons de presse, des journalistes, des animateurs, des producteurs, parce qu'ils ont quelque chose à vendre, tout simplement. C'est le principe du métier. Le but, c'est en effet de ne pas faire une interview qui va être trop sympa. Et après, oui, effectivement, tout est possible. Quand on reçoit un grand patron, on a forcément une discussion avec son directeur de la communication, on fait un brief, on décide des thèmes qui vont être abordés, on a les sujets qui sont les sujets de promo, ou en tout cas les raisons pour lesquelles on les accueille dans l'émission, et puis après il y a les sujets qui fâchent forcément, qui sont évoqués à la toute fin de cet entretien par téléphone que j'ai avec eux, mais comme le dit souvent Philippe, ils ne viennent pas pour ça, mais on ne peut pas ne pas poser les questions, donc forcément les questions seront posées, après ils nous connaissent, c'est une relation de confiance qu'on a avec eux, quand ils viennent dans Culture Média, ils savent où ils vont, ils savent qui va faire l'interview, ils savent comment Philippe travaille, la rigueur qu'il met dans l'émission, mais ils savent aussi que du coup il ne peut pas juste passer la brosse à reluire, que et même ce n'est pas leur intérêt en fait, ils ne le souhaitent pas. Parfois j'ai des interlocuteurs qui me disent bon bah voilà, alors il vient pour ça, on fait une annonce chez toi, tu auras une exclue et puis si tu veux une petite question pour la gratter, je peux presque te la glisser en fait. Donc voilà, j'ai des bonnes relations en général avec les directeurs et directrices de communication, avec les services de presse et franchement ça se passe relativement bien. Et puis franchement, ça nous est arrivé parfois de devoir négocier où il y avait des accords. On nous disait voilà, telle question, tel sujet ou telle personnalité, on ne souhaite pas l'aborder. Et Philippe tranche, si la personne ne veut pas, elle ne vient pas. Et puis c'est pas grave en fait. Ça arrive aussi que les gens ne viennent pas. Et puis vous savez quoi, vous ne le savez pas, les auditeurs ne le savent pas et ils n'en meurent pas. tout le monde va bien. Alors à vous entendre. J'entends en fait que vous travaillez seul en fait. Et naïvement, je pensais que chaque groupe média avait un pôle dédié pour la programmation d'invités, une entité s'occupant globalement de toutes les émissions. Mais en fait, je comprends que non, chaque programme a sa propre équipe. Ce qui fait que pour obtenir des invités, vous êtes seul en concurrence face aux autres télévisions et radios, mais aussi face aux autres programmateurs et programmatrices d'Europe 1. C'est bien ça ? Ouais. C'est un métier de loup et louve. À la fois, on est une meute parce qu'on se retrouve tous à travailler pour la même entreprise, donc on est tous frères et sœurs, et en même temps, on chasse individuellement. On essaye d'avoir chacun et chacune les meilleurs invités, mais c'est vrai que il y a une sorte de concurrence. Saine, parfois malsaine, entre nous. C'est pas forcément toujours très simple. Déjà quand la concurrence est en interne, parce que voilà, on s'attend à ce qu'il y ait de la bienveillance entre nous et parfois ce n'est pas le cas. Et puis après, voilà, et effectivement, on a tout le reste de l'univers médiatique, toutes les autres radios, tous les télés qui chassent sur notre terrain. Et c'est pas tout le temps simple. Il faut avoir une émission qui est dans les plans presse des attachés de presse. Il faut avoir une émission qui est dans les écrans radars des uns et des autres. C'est ce qui peut nous sauver. Surtout que vous évoquiez justement, même si ça me fait mal, Anthony, les résultats d'audience compliqués d'Europe 1. Vos auditeurs le savent. Du coup, écoutez, voilà, il faut à la fois être d'autant plus sympa, je trouve, avec les invités qui acceptent de nous faire confiance et de venir dans l'émission. Sympa aussi avec les contacts avec les attachés de presse qui nous font aussi confiance, parce que ce métier, on peut pas le faire si on a un relationnel qui n'est pas bon, si on insulte les gens, si on leur reproche de ne pas venir dans notre émission. Enfin voilà, et si on n'a pas
Si on a un sale caractère, c'est compliqué, je pense. Donc ouais, il faut être humble en fait, parce que parfois il y a des saisons qui vont, parfois il y a des saisons qui ne vont pas, parfois on passe d'une émission dans le vent à une émission qui l'est un peu moins. Si on avait une tendance à prendre la grosse tête, ça vous met un petit coup derrière la tête. Clairement, surtout quand ça va moins bien. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce métier, c'est que du coup, faut être curieux, faut être respectueux, faut être polyvalent. Faut être débrouillard surtout. Faut bien connaître son émission. Je pense bien connaître le journaliste ou la journaliste avec laquelle on travaille pour pouvoir lui proposer des profils d'invités qui matcheront et qui feront que l'émission sera bien. Et si l'émission est bien, vous êtes repéré et après on peut vous appeler. Alors, je suppose que la priorité pour un ou une invitée est donnée aux émissions qui font le plus d'audience. Vous avez commencé à travailler pour Europe 1 en 2008 au service d'On va se gêner, donc l'émission de Laurent Ruquier. Le programme réunissait en moyenne à l'époque 750 000 auditeurs chaque quart d'heure selon la dernière mesure Médiamétrie avant l'arrêt de l'émission en 2014. Au vu des très bonnes audiences, c'était donc à l'époque plus simple pour vous par exemple, de trouver l'invité mystère. Si j'avais su. Je vous promets, si j'avais su à l'époque que je pouvais autant compter sur les audiences et sur la réputation de l'émission, mais j'en aurais tellement profité. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'on n'était absolument pas dans une guerre d'invités avec les autres émissions. Donc en fait, je faisais ça de façon hyper simple et artisanale en fait. C'est vrai que maintenant on aimerait bien avoir autant d'audience sur certaines tranches d'Europe. Il y a eu des excellentes et des super saisons ensuite derrière avec les autres animateurs avec lesquels j'ai travaillé. Je peux pas dire que c'était mieux ni moins bien, c'était différent. Quand on travaille pour une émission qui a peut-être moins de visibilité, on va dire, sur la grille, qui est, comme je vous le disais, moins dans le top 10 des émissions à faire dans un plan promo pour un chanteur, un acteur ou même un écrivain, vous vous débrouillez et puis vous faites autrement, vous trouvez des arguments, faut convaincre les gens et puis il y en a un qui vous fait confiance et du coup ça vous sert pour en faire venir un autre, etc., etc., etc. Et il faut surtout pas lâcher, il faut surtout pas croire que tout est inaccessible parce que c'est faux. Franchement, cette année, quand on a réussi à avoir le président Hollande, c'est une petite fierté. C'est un travail de l'ombre que je pense que les auditeurs n'ont pas conscience en fait. Ils n'ont pas conscience de tout le travail qu'il y a derrière quand il y a un invité qui se présente. C'est une personne à temps complet, quotidien sur le qui-vive. On s'en doute pas nous derrière le poste. Si vous êtes un auditeur ou un téléspectateur et que vous voyez tel ou tel dans une émission, vous dites oui, ça y est, il est en tournée promo, voilà, il va faire toutes les émissions. Non, il y a aussi une coordination de l'antenne qui nous donne des règles. On n'a pas le droit d'avoir un invité sur l'antenne et de le faire trop tôt avant ou après un autre. Il faut au moins une semaine d'écart entre les émissions. Il y a un certain nombre de contraintes aussi parfois personnelles qu'on peut s'imposer. Moi je sais que j'ai toujours été un peu la reine des contraintes. Ça a démarré d'ailleurs avec Laurent Ruquier où pour l'invité mystère, il ne voulait pas d'une saison sur l'autre les mêmes invités. Donc il fallait trouver, à l'époque je crois qu'on avait 220 émissions dans une saison, il fallait trouver une saison 220 invités et la saison d'après 220 autres invités. Et cette année avec Culture Média, j'essaye de faire exactement la même chose parce qu'il y a le portrait inattendu d'Hélène, parce que ça va être compliqué de faire 2 portraits et que du coup je me suis mis cette petite pression. Faut pas être dans une zone de confort, faut pas juste se contenter d'ouvrir les programmes des maisons d'édition ou le film français comme on peut recevoir quand on est programmateur. Faut se bouger, faut prendre des risques, arriver à convaincre son animateur aussi, c'est très important et franchement Philippe là-dessus m'aide beaucoup de convaincre un animateur de lui aussi sortir de sa zone de confort, de ne pas tout le temps recevoir les mêmes personnes ou de ne pas faire dans la facilité, de n'avoir que des big fish, des gros noms, mais de faire des artistes jeunes, des premiers albums, des artistes en développement et ça a été une richesse pour le premier semestre de Culture Média cette année. On a fait des personnalités qu'on n'aurait jamais reçues en culture s'il n'y avait pas eu les confinements et du coup je trouve ça super. Et du coup pour vous c'était quand même bien de commencer d'abord votre expérience à Europe 1 d'abord sur une émission, c'était plus facile entre guillemets avec On va se gêner, plutôt que si on vous avait mis direct sur une émission comme Culture Média, ça aurait peut-être été plus compliqué.
Je l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est vrai que programmateur, ça s'apprend pas dans une école. C'est un carnet d'adresses. On acquiert des connaissances, on apprend qui travaille où, avec qui, et les gens apprennent exactement la même chose. Chaque année, j'ai des petits camarades qui me demandent la liste des programmateurs d'Europe 1, parce que notre grille changeant régulièrement. Les équipes changent elles aussi, et du coup, ils sont aussi un petit peu perturbés dans leurs habitudes. Donc en fait, c'est un métier d'habitude. Je sais que au Seuil, il y a un tel, je sais que chez Barclay, il y a un tel, que tel bureau de cinéma fait telle production ou s'occupe de tel talent à l'année. Et du coup, c'est un métier de relation, c'est un métier de connaissance, c'est un métier. On acquiert un carnet d'adresses avec les années. Et c'est vrai que quand j'ai démarré l'émission de Laurent, je n'ai pas hérité du carnet d'adresses des autres programmateurs. Je suis arrivée et il a fallu, comme je vous le disais, être débrouillarde, passer des coups de fil, se faire connaître, parler de l'émission. Et puis au fur et à mesure, un attaché de presse, 2 attachés de presse, 3 attachés de presse, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, en effet, je pense que ma maturité et mes compétences font que pour Culture Média, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Philippe a voulu travailler avec moi et que ma direction a évidemment accepté. C'est parce que j'ai le carnet d'adresses qui va, j'ai la méthode de travail et les compétences pour faire Culture Média. Ça aurait pas été le cas peut-être que si on m'avait mis sur une autre émission, je pense que j'aurais eu plus de peine de faire l'émission de Mathieu Noël et Stéphane Bern, par exemple. Toutes les connaissances en histoire m'échappent. Bon, parlons d'On va se gêner. Personnellement, j'étais fan de l'émission. Je peux Moi pas aussi. m'empêcher de diffuser. Je peux pas m'empêcher de diffuser un extrait là dans des ondes vocast. Je vous propose d'écouter une partie de la toute dernière émission. C'était le 27 juin 2014. Écoutez. Aïe aïe aïe. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Voici donc la dernière dont on va se gêner avec aujourd'hui, Isabelle Motro. Christine Bravo. Guy Carlier, là aussi. Yann Moix. Fabrice Eboué. Et l'homme qui navigue sur toutes les ondes, Olivier de Kersauzon. Bah oui, c'est vrai que on peut pas le cacher, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est la dernière. Nos auditeurs favoris sont là, le public est nombreux, plus nombreux que d'habitude. On va pas sortir dans la rue pour autant, hein. On va rester simple. Et on a évidemment nos fidèles auditeurs au téléphone. Par exemple, salut Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors vous savez combien de temps que vous nous écoutez? Ça fait environ 10 ans que je vous écoute. Et une fois vous avez pleuré de rire dans votre voiture, vous me dites. Ah oui, et j'ai mis la musique à fond. Et j'aimerais juste pour la dernière, vous nous refassiez une dernière fois Bananas Island. Ah, Bananas Island, c'est un de nos tubes préférés. C'est qu'on a relancé cette chanson de Lynn Renaud. On l'a en magasin, hein, Bananas Island. Mais qui sont ces garçons tout bronzés? Ils se promènent sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. J'ai oublié celle-là. Brugnon. Ah oui, ça y est, c'est fini. Brugnon, c'est fini. Ah mais quand même, vous avez été la reine de cette émission pendant 15 ans, Christine. Toutes les histoires que vous nous avez racontées, quand même, c'était génial. Finalement, maintenant, vous pouvez nous dire que tout était faux. Oui. Pour ceux qui étaient auditeurs à l'époque, des bons souvenirs remontent sûrement. Ouais, d'excellents. Merci Laure d'être intervenue dans des ondes vocast. Vous avez l'habitude de planifier des invités, mais pour cette fois, c'était l'inverse. C'était vous l'invité.
prise au piège. Merci beaucoup, Anthony. Ça fait quoi d'être à ce poste-là de rôle d'invité? Pas très à l'aise, mais c'est intéressant de parler de son travail. Je le fais tellement de façon automatique que voilà, il a fallu que j'analyse un peu ce que je fais et c'était plutôt intéressant et à refaire. C'était très intéressant de savoir un peu les dessous d'une émission comme Culture Média. Et puis... Des ondes Vocast.